Honorables députés provinciaux, estimés camarades présidents provinciaux, fédéraux et délégués de partis politiques du G7, à savoir INAFEC, MSR, MSDD, ARC et PDC, considérés camarades présidents provinciaux, fédéraux et délégués de partis amis, chers amis de la presse républicaine, cadres et combattants de l'INADEF, distingués invités, tout protocole observé. Le comité politique de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, interfédération du Katanga, salue de gaieté de votre cœur votre présence à ce point de presse et vous sait particulièrement gré d'avoir bien voulu répondre à cet appel républicain sur les épineuses et innombrables questions de l'heure en dépit de vos multiples occupations. La République avant toute chose. Vous méritez donc, à juste titre, des ovations et applaudissements patriotiques. Bref, tant que le temps nous le permettra, nous ne passerons sous silence aucun aspect de la société qui préoccupe la quasi-totalité de nos compatriotes. Ainsi, le peuple pourra comprendre à travers vous que le G7, c'est le camp du peuple, les retranchements de la démocratie, les bastions de la constitutionnalité, l'ultime retraite de l'élégance et de l'alternance politique, les bunkers des valeurs républicaines. Sans entrer dans le vif du sujet, les comités politiques de l'INADEF Interfédération du Katanga demandent aux amis de la presse de s'assumer, d'être réellement une presse républicaine et professionnelle. Une presse diffusant des idées objectives et constructives. Posez des questions précises, concises et bien énoncées. En effet, vous devez jouir de votre liberté et de votre indépendance. Prière de ne pas poser des questions tendancieuses et surtout, abstenez-vous d'être les relais des idées des autres. Au demeurant, soyez à l'aise. À présent, j'invite l'honorable Christian Mandon Simba, coordonnateur interfédéral de l'INADEF Katanga, à prendre la parole. Merci, monsieur le secrétaire général interfédéral. Je tenais d'abord, avant toute chose, à remercier les collègues des partis membres de notre plateforme G7 pour leur présence. J'ai cité l'UNAFEC, le MSR, le PDC, l'ARC, la CO et le MSDD. Leur présence prouve à suffisance que nous évoluons ensemble dans une cohésion presque parfaite. La deuxième chose, c'est de vous dire, comme l'a dit le secrétaire général interfédéral, que nous vous avons invité parce qu'à la demande de beaucoup d'amis journalistes qui sont parmi nous, il y a des questions de clarification que certains amis auraient voulu obtenir de la part de nous-mêmes. En ce qui concerne la position du G7, les aspects concernant le respect de la Constitution et le découpage qui a été fait dans la précipitation et l'arrêt que nous constatons de l'installation des nouvelles provinces, parce qu'il est clair que les gens doivent comprendre pourquoi on s'est précipité à faire une loi de programmation, loi qu'on s'est précipité par la suite à violer plusieurs fois, de sorte que cette loi aujourd'hui ne sait plus même se tenir debout.
il faudrait également qu'on puisse parler, échanger avec vous, membres de la presse, sur le respect des fondamentaux au niveau de l'élégance politique. Je pense que nous sommes en train de suivre au niveau de notre pays et de notre province à la mise sous coupe de la presse et à l'intolérance politique. Aujourd'hui, l'intolérance politique a atteint des niveaux tels que on passe en plein journal télévisé à la radio nationale publique des insultes contre des personnalités politiques. Et ces insultes sont passées en direct et en plein journal au vu et au su du CESAC sans qu'il y ait aucune action qui puisse être menée contre les journalistes qui sont devenus presque des propagandistes. Il y a également le problème du harcèlement que nous avons constaté au niveau des cadres des partis membres du G7. Nous assistons aujourd'hui au licenciement, y compris des gens qui sont au marché. Nous assistons au licenciement parce que les services de sécurité se sont mués en services intimidateurs pour les membres des partis politiques qui sont membres du G7. Nous devons comprendre, et il est question d'interpeller tout le monde ici, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. La République, nous l'aimons tous, chacun ayant ses idées. Nous ne sommes pas ici pour nous entretuer, nous ne sommes pas ici pour nous tirailler, nous ne sommes pas ici pour nous bagarrer. Mais chacun selon ce qu'il pense, nous essayons, chacun à sa manière, de voir comment nous pouvons aider notre République. Donc, le débat que nous devons mener est un débat d'idées. Et je pense, si nous devons rappeler l'adage et l'ancien philosophe qui disait « Les esprits d'élite parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements et les esprits médiocres parlent des personnes. » Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des personnes, on est ici pour parler des idées. Notre mère patrie, parce que nous sommes tous fils de ce pays, cette patrie, c'est notre maman. Quand mon frère partage à une autre idée, je pense, nous devons en débattre, nous devons nous mettre autour d'une chaise et que la population, qui est le dernier rempart, puisse juger de qui a raison. Il ne sert à rien de pourchasser aujourd'hui parce que telle cause avec Christian Mwando, il n'a plus droit à travailler, parce que tel est membre de l'UNAFEC, il n'a plus droit à la vie. Mais je pense que ce sont des méthodes que nous avons tous dénoncées et qui ne doivent plus se poursuivre dans ce pays. Et nous interpellons aujourd'hui, que ce soit les services de sécurité, que ce soit les autorités qui continuent à travailler pour protéger les citoyens qui sont membres du G7. Parce que membres du G7 soit-il, ce sont quand même les fils de ce pays, donc ce sont également vos frères et vos sœurs. Donc, moi je ne vais pas m'élargir, être trop long sur la petite introduction que je vais vous donner. Je préfère laisser à la presse, par rapport aux lignes maîtresses que nous avons tracées ici, la chance de poser des questions pendant 1 heure du temps et nous allons nous soumettre à l'exercice des questions et réponses. J'ai dit, je vous remercie. Les règles sont très claires. Vous vous présentez, non seulement pour donner votre nom, vous donnez le nom de votre maison, de votre agent de presse. Et vous... Qu'est devenu Christian Mwando après son départ du gouvernement provincial? Nous savons également à l'Assemblée nationale. Troisième. C'est de savoir quelle relation y a-t-il entre le G7 et l'ancien gouverneur Moïse Katumbi? C'est Freddy Mpouy du journal Quiproquo. Tenait un point de presse en Lubumbashi et plus précisément à l'hôtel de ville. De regagner le bercail, car le chemin que vous suivez, vous, est la vérité.
Monsieur Luboya constate que, en tout temps, l'application des décisions est difficile et il me pose la question s'il y a un bon pilote dans le cockpit. Je pense que nous sommes tous, comme je l'ai dit, fils de ce pays. Et dans d'autres pays, on dit que l'union fait la force. Et normalement, on ne parle pas seulement du pilote, on parle aussi des gens qui accompagnent le pilote. Lorsque on se retrouve dans un grand pays comme le nôtre, le pilote doit être bien entouré. Et je pense que lorsque on revient au G7, et je vais en profiter pour balayer la troisième question sur les relations qu'il y a entre le G7 et d'autres cadres politiques. Le G7 n'avait pas, au départ, quitté la majorité volontairement. MP volontairement. Le G7, par les cadres qui existent en son sein, a tout simplement interpellé le capitaine pour dire: capitaine, nous sommes tes collaborateurs, nous faisons partie de ton équipage, nous voulons que nous puissions changer de cap. Parce que le cap que nous sommes en train de prendre est en train de nous mener tout droit au naufrage. Alors, dès lors que, argument à l'appui, le G7 a dit cela au capitaine, les caciques que vous connaissez, je ne suis pas ici pour parler des personnes, ces caciques qui veulent mener ce pays au naufrage ont directement utilisé des termes staliniens. Les termes, par exemple, auto-éjection. Est-ce que ce sont des termes qui existent encore dans une démocratie? Dans une démocratie, je décide si je démissionne ou je reste, mais des termes auto-exclusion pour empêcher aux gens de pouvoir s'exprimer. Et il est temps, aujourd'hui, pour le capitaine, de se réveiller dans le bateau, pour dire changeons de cap. Parce que le groupe que constitue le G7, c'est un groupe qui était parmi ces lieutenants, qui voulaient simplement qu'on change de cap. Parce que, quand vous voyez l'acte constitutif du G7 aujourd'hui, nous avions rappelé les termes sur lesquels le partenariat politique avec tous les autres membres de la majorité, sur lesquels nous étions convenus. Le respect de la Constitution, cette Constitution que nous avons mise en place ensemble. Le respect des règles de bonne gouvernance que nous avons mis ensemble dans notre charte. Mais venir interpeller le chef de cette majorité pour dire que, attention chef, ici, là où le chemin que nous sommes en train de prendre nous mène à la perdition, est-ce que c'est une occasion pour exclure les autres? Je pense que c'était l'occasion pour que le chef de la famille réunisse autour de lui ses enfants ou ses partenaires pour leur dire: messieurs, débattons de la question du fond. Parce que la question du fond que le G7 avait posée n'a jamais été débattue. Aujourd'hui, on s'est lancé plus dans les injures que de pouvoir traiter point par point les griefs que le G7 avait mis sur la table. Mais cela étant, puisque nous ne sommes que partenaires politiques, lorsque dans un couple ou dans un ménage, les partenaires ne s'entendent plus, je pense qu'ils peuvent consommer aussi le divorce. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé entre la majorité présidentielle et le G7. Le divorce est consommé parce qu'avec les idées telles que les autres les conçoivent, notamment l'essai de glissement, de vouloir changer la Constitution, vouloir faire des prolongations en dehors des termes, ce sont des choses que nous n'acceptons pas. Nous sommes prêts, puisqu'on dit qu'on ne veut pas changer, on ne veut pas de glissement. Mais nous sommes prêts à démontrer comment ça se fait. Aujourd'hui, lequel d'entre vous, messieurs les journalistes, peut nous dire qu'il n'y a pas eu de morts dans ce pays? Je pense qu'au mois de janvier, il y a eu des morts. Qui va nous dire pourquoi ces morts-là sont morts? Qui va nous le dire? Est-ce que ces gens sont descendus dans la rue comme ça de leur propre tête pour aller se faire tuer? Non.
Lorsque les choses se passent comme ça, il y a quand même un problème. Lorsqu'on en vient à la deuxième question de M. Fumbisha, que devient Christian Mwando après son départ du gouvernement provincial? Je crois que vous avez posé la question et la réponse. Christian Mwando est un élu de l'Assemblée nationale. Donc, conformément à la Constitution, j'ai repris mes fonctions de député national jusqu'à la fin de mon mandat. Donc, je pars déjà pour siéger, parce que mon mandat a déjà été, j'avais déjà été validé, donc j'ai juste réintégré l'Assemblée nationale. Donc, je vais jouer mon rôle de député pour défendre mes idées en remettant les lettres de noblesse à la politique, qui doit être une politique pour défendre les idées, qui doit être élégance, qui doit être respect mutuel. Voilà un peu le rôle que je vais aller jouer à l'Assemblée nationale. Madame Nicole Kabalé a posé la question: quelle relation entre G7 et Moïse Katumbi Chapwe? Je pense que Moïse Katumbi Chapwe a eu les mêmes idées. Quand je lis, moi, sa lettre de démission, il a eu les mêmes idées que le G7. Donc, il a appuyé, en quelque sorte, la démarche du G7 en étant gouverneur. Et je pense que le clou, le gouverneur sortant, ayant été gouverneur et qu'il était déjà dans l'expédition des affaires courantes, le clou qu'il a fait partir plus tôt, parce que ces idées, il les a toujours exprimées, c'était cette histoire de nomination des commissaires spéciaux. Parce que il n'y a aucun article de la Constitution qui permet la nomination. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on se rend compte que c'est un retour en arrière inimaginable. Lorsque vous avez les assemblées provinciales, c'est-à-dire le peuple au niveau provincial réuni en assemblée, mais on va nommer quelqu'un pour gérer l'exécutif pour ce peuple-là. Ça veut dire d'office, c'est que ces assemblées sont suspendues ou dissous, puisque ce commissaire spécial, il va rendre compte à qui? En tout cas, pas à une assemblée qu'il n'a pas nommée. Ça c'est déjà au moins clair. Je suis commissaire spécial, j'ai été nommé. Vous avez été élu. Bon, comment se passe la collaboration entre quelqu'un qui a été nommé et quelqu'un qui a été élu? Parce que la Constitution est cohérente. C'est parce que le gouvernement provincial est issu de l'Assemblée provinciale que le gouvernement provincial rend compte à cette Assemblée. Lorsqu'il y a des autorités qui ne sont pas issues de cette Assemblée, vous allez les contrôler comment? Vous allez les interpeller comment? Parce que nous devons voir aussi la cohérence d'une constitution, d'une démocratie. Vous avez la première étape, quand le peuple vote au suffrage universel. Prenons le cas de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire, comme nous tous, on ne peut pas se retrouver dans une salle, on choisit les représentants qui vont aller siéger en notre lieu et place. Ces représentants allant siéger, ces représentants demandent à un groupe issu d'entre eux ou en dehors d'eux de présenter un programme sur la gestion de la cité. Programme sur lequel ils vont les juger, les sanctionner et les voter. C'est-à-dire que c'est le peuple réuni en assemblée qui sort les gens qui vont les diriger. Et ces gens qui vont les diriger régulièrement doivent rentrer pour rendre compte au peuple réuni en assemblée, qu'on appelle l'Assemblée nationale ou l'Assemblée provinciale. Et ces dirigeants, lorsque le peuple réuni en assemblée par ses représentants n'est pas d'accord, il les sanctionne. Mais on veut casser ça. On casse ça. C'est-à-dire, on revient à un système où moi je dépends de celui qui m'a nommé, je n'ai rien à voir avec le peuple. Donc, c'est une marche arrière terrible sur la démocratie. Je voulais profiter de cette brèche pour expliquer comment ce qui est en train d'être fait est destructif pour la nation.
Imaginez-vous que c'est depuis le mois de mars que le gouvernement provincial est en expédition des affaires courantes. Depuis la loi de programmation. Vous expédiez avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, toute l'année. Jusqu'aujourd'hui, nous qui avons quitté politiquement, nous avons laissé des collègues qui continuent le travail, expédier des affaires courantes. C'est-à-dire, la province du Katanga, où les 4 provinces qui sont nées, sont à l'arrêt depuis une année. Cette année-ci, il n'y a pas eu pratiquement de nouveaux projets. Je pense que le gouverneur sortant a plus finalisé les projets qui étaient déjà en cours, mais il n'y a pas eu de nouveaux projets qui ont été faits. Parce que lorsque vous expédiez les affaires courantes, vous n'engagez pas la province sur un terme au-delà de 3 à 6 mois. C'est-à-dire, vous signez, mais vous ne pouvez pas bouger les structures. Donc, vous n'ajoutez pas de projets de développement. Donc, pendant une année, on a arrêté toutes les provinces. 1, 2. Nous sommes au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est la session budgétaire. C'est-à-dire, c'est le moment où la classe politique vient pour réfléchir ensemble entre l'exécutif et le législatif. Qu'est-ce que nous allons faire l'année prochaine? Ensemble. Et on vient, on dépose les projets pour l'année prochaine. Et l'Assemblée, qui est le peuple réuni en Assemblée, décide de quels sont les projets qui seront retenus, quels sont les projets qui ne seront pas retenus. Aujourd'hui, au mois d'octobre, on décide qu'il n'y a pas d'Assemblée qui peut siéger. C'est-à-dire aucun projet ne pourra être fait pour l'année prochaine. Parce qu'en démocratie, c'est le Parlement qui donne le quitus pour que le projet soit fait. Donc, le Parlement ne se réunit pas. Il n'y aura pas de budget pour les provinces pour l'année prochaine. Et il n'y a personne qui en parle. Et tout est bloqué et tout le monde trouve ça normal. Entre-temps, regardez un peu le coulage des recettes qu'il y a. Qui contrôle la situation? Qui est à la barre? Mais pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi? Mais dire ça, c'est une occasion de se faire renvoyer. Parce que tu es fils de ce pays, tu trouves que ce n'est pas normal que nous soyons là et que demain, nous ne sachions pas, il n'y a personne qui sait ce qui va se faire. Mais pourquoi a-t-on précipité les choses? Quand on parle de précipitation, il n'y a pas eu de précipitation. J'attends le ministre de la décentralisation, le ministre d'État, qui nous avait dit, lorsque la question lui avait été posée, je crois, c'est au mois d'avril de cette année, qu'au plus tard, juillet, tout serait mis en place. Je crois qu'il a fait cette déclaration à l'Équateur, si j'ai bonne mémoire. Je voudrais qu'il vienne, parce que là, je crois qu'il est dans ses petits souliers. Je voudrais qu'il vienne et qu'il nous dise ce qui s'est passé. Madame, non, qu'il vienne nous dire ce qui s'est passé, parce que c'est important. Les fils de ce pays, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Oh, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. C'est pas normal. Ce pays est géré. Ce pays est gouverné. Mais pourquoi il peut y avoir des choses comme ça sans qu'il y ait des responsables qui se mettent debout pour dire non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, j'étais content peut-être de voir qu'on achète des avions. Je ne sais pas dans quel budget ces avions étaient prévus. Quelle était l'urgence dans une année électorale d'acheter des avions que d'organiser la gestion de l'État par ses propres fils? Où était l'urgence? Nous, on n'a que faire de ces avions. On a vécu 20 ans sans ça. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça devient urgent, alors qu'on doit rendre au peuple son pouvoir, c'est-à-dire convoquer le peuple pour qu'il vienne désigner ses dirigeants, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national et à tous les niveaux. Mais c'est ça la première responsabilité d'un gouvernement. Cette responsabilité qui n'est pas prise, n'essayez pas de nous distraire. Lorsque, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a décaissé sur l'année que 17%
de ce qui était prévu pour la Commission électorale nationale indépendante. C'est-à-dire qu'en termes clairs, tu avais promis à ta femme, je ne sais pas, de lui donner $100, tu lui as donné $17. Sur une année, tu lui as donné $17, il est 100. Mais vraiment, je crois que... Qu'est-ce que vous voulez attendre de ces ménages? C'est clair. Parce que ce budget, nous l'avons mis en place ensemble. Et de l'autre côté, vous allez nous parler combien vous avez dépensé des millions de dollars pour un bateau, je ne sais pas comment vous l'appelez, Kokolo ou quoi, qui a fait un seul voyage. Mais on doit quand même faire les comptes. Ce bateau-là, pourquoi il a été retapé pour faire un seul voyage, pour que vous commenciez à nous parler du niveau de l'eau, alors que vous deviez nous inviter pour qu'on réunisse le peuple et que le peuple désigne ses dirigeants. C'est le plus important pour nous. Voilà un peu, en ce qui nous concerne au niveau de CHESEC, ce que nous pensons jusqu'à ce niveau. Le responsable d'équipe qui a demandé au G7 de gagner le bataille, je crois que j'ai répondu à cette question. Parce que le G7 n'avait pas quitté de son propre chef la majorité, c'est la majorité qui a quitté le G7. Tout simplement parce que le G7 a posé les vraies questions qui concernent la gouvernance de ce pays et la démocratie dans notre pays, le respect de la Constitution. Je pense que la réponse est très claire là-dessus. La dernière question, c'est Madame, je crois, Kapalou de Malaika. Et a posé la question si le G7 est-il ouvert aux autres partis politiques. Oui, bien sûr. Je pense que dans l'acte constitutif, on a dit que le G7 va évoluer en G7+, avec l'adhésion des autres partis politiques avec lesquels nous allons pouvoir travailler ensemble. Questions. Nous pouvons passer à la deuxième série de 5 questions. Je ne me souviens pas avoir présidé une réunion où un projet de révision constitutionnelle a été à l'ordre du jour, alors que dans les démarches menées par le groupe PC, vous parlez aussi du non-respect de la Constitution. On dit qu'il ne se souvient pas avoir présidé une réunion du genre. Merci. Lucien Kaozi, travaille pour l'agence France-Presse et BBC Afrique. Vous écrivez une lettre à quelqu'un avant qu'il n'a pas... Avant de quoi? Question. Autre, vous avez dénoncé, vous avez participé. Qui disent que le président en place avait encore une année de mandat et que subitement le G7 aurait changé la Constitution. Est-ce qu'il n'était pas préférable pour vous, le G7, d'attendre d'abord la fin du mandat du président de la République avant de soulever la question? Merci. Honorable Christian Amando, nous vous avons suivi dans toutes ces illustrations droite vers le naufrage. La question que d'aucuns se posent, c'est de savoir, quand vous étiez aux commandes, vous vous y étiez déjà rendu compte, ou bien c'est quand vous portez la casquette d'opposant, et maintenant vous réalisez que, parce que... deuxième préoccupation, honorable, vous curieusement dirigé par deux vieux sages du Katanga. Et c'est eux qu'on dit qu'ils sont des trois faux pénaltys. Et aujourd'hui, c'est une façon d'accréditer cette thèse que le G7 se précipite pour... une dernière préoccupation, vous avez parlé de harcèlement des cadres. Ces assemblées sont déjà périmées et obsolètes. Est-ce que ne vous rendrez-vous pas compte que vous êtes en train de défendre l'illégalité? Il a parlé des propos du chef de l'État qui ne se souvient pas avoir présidé une réunion pour réviser la Constitution. Je pense que nous avons tous suivi cela. Il n'y a personne qui a dit que le chef de l'État a présidé une réunion pour réviser la Constitution. Mais, de par la manière dont les choses
sont en train d'évoluer, on se rend bien compte qu'il y a un blocage. Nous vous citons ici rien que le financement de la CENI. La CENI n'est pas financée pour organiser les élections. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire une réunion. On constate qu'il n'y a pas, on ne donne pas les moyens pour organiser. Aujourd'hui, rappelons-nous, nous qui étions candidats, parce que nous n'avons pas peur de nous retrouver tout le temps devant le peuple pour demander son quitus ou sa confiance, que nous devions être en campagne électorale. Puisque la CENI avait déjà publié un calendrier électoral. Et sur ce calendrier, la campagne électorale devait commencer le 27 septembre pour que les élections aient lieu le 27 octobre. Donc, dans les 2 semaines, nous devions être aux élections. Mais qu'est-ce qui a poussé les gens à bloquer ce calendrier électoral aujourd'hui? Est-ce que vous vous imaginez que dans l'année électorale, il n'y a aucun calendrier? Et c'est normal. Tous les cadres qui sont ici, les responsables qui sont ici, dont la plupart d'entre nous sont candidats, on ne sait pas quel jour nous allons nous présenter devant les électeurs en moins d'une année. Mais il y a un problème. Ou le gouvernement est distrait, alors il n'a pas sa place, il doit partir. Ou le gouvernement est sérieux, il doit appeler la CENI, ils doivent se fixer sur le plan de décaissement. Un calendrier devrait sortir. Ne pas sortir le calendrier, ne pas aider la CENI à avoir les moyens pour organiser ces élections, c'est ça même le blocage. Il n'y a pas d'autre. On n'a pas besoin de faire une réunion. Mais les actes parlent d'eux-mêmes. Donc, moi je dis, le chef de l'État a raison, il n'a pas présidé des réunions dans ce sens, mais son gouvernement doit savoir qu'il doit appeler le peuple en réunion pour les élections. Et la CENI n'a pas une caisse spéciale où il peut trouver l'argent, la logistique, tout ça pour faire ces élections-là. Ce n'est que le gouvernement qui peut accompagner cette commission nationale indépendante au lieu de nous distraire avec des avions. Deuxième chose, M. Lucien Kaozi a posé la question sur la manière. Les gens sont pleins de la manière parce que au lieu de parler simplement au chef, les gens ont publié la lettre avant. Mais au fait, entre nous, qu'est-ce qu'il y avait à cacher? Non, mais parce que si nous sommes en train de nous parler entre partenaires en toute loyauté, moi je ne vois pas ce qu'il y a à cacher. Les choses sont claires, les choses sont là, on pose les questions qu'il faut, vous nous répondez à ces questions. Mais moi, à mon avis, moi, ça ne gêne pas. Au contraire, au lieu de s'attaquer à la forme et d'en rester là, on devrait examiner le fond de la question. Ce qui nous aurait permis d'avancer et de cheminer ensemble dans le bon chemin. Vous posez la question, quelle proposition du G7 pour les commissaires spéciaux, tout ça, parce que vous vous demandez qui ce sera. Moi, je dis, le G7 ne peut pas faire de proposition en dehors de la loi. La question des commissaires spéciaux est une question illégale. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui? Je prends pour moi la province du Tanganyika ou la province du Haut-Katanga. Il y a 24 députés. 24. Même dans mon association socio-culturelle, quand on fait des réunions pour voter le président, il y a 100 fois plus que ça. Mais on organise quand même les élections. Mais il y a 24 personnes. Vous n'avez pas les moyens de demander à ces 24 personnes de voter quelqu'un. Quand même.
Là où il y a plus de gens, c'est au Katanga. Vous savez combien il y a? 30 personnes. Et tous les députés sont déjà là-bas. Ils sont déjà là-bas. Ceux du Katanga sont ici, ceux du Lualaba sont au Lualaba. 24, 24, 24 et puis 30. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de dire, messieurs, maintenant 24 personnes venez ici, la salle est ici, votez la personne qui va diriger. Mais en dehors de la mauvaise foi, quel est le problème? 24 personnes, même s'ils n'étaient pas là, est-ce qu'on ne peut pas faire voyager 24 personnes par la République? Oui, mais vous voyez déjà que 24 personnes. Mais vous dites non, vraiment, pour éviter le blocage, nous, on ne va pas utiliser les 24 personnes, on va nommer en dehors de la Constitution. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une mauvaise foi manifeste. On ne peut pas mentir aux gens pour dire qu'on n'est pas capable de réunir 24 personnes pour nommer ou voter la personne qui doit diriger. Ça m'amène directement à la question concernant l'Assemblée. Parce que les gens disent, oh non, les gouverneurs, ils ont glissé, l'Assemblée a glissé. Quel est le député qui a refusé que moi, je ne peux pas aller aux élections? Qui a la charge d'organiser les élections? Est-ce qu'on a organisé des élections que les gouverneurs ou que les députés ont refusées? Oh, malheureusement, la Constitution et la loi disent que les gens restent en place jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Donc, ce n'est pas moi qui organise les élections. Ce n'est pas les députés qui organisent les élections. Aucun député n'a refusé d'aller aux élections. C'est vous qui donnez 1% du budget de la CENI qui êtes responsable de la non-organisation des élections. Quand vous ne donnez pas les moyens à l'institution chargée d'organiser des élections. Après, vous tapez du poing sur la table pour dire que non. Ces gens ici n'ont jamais été élus, n'ont pas été réélus. Mais qui devait organiser ces élections? Qui est responsable? Mais c'est un cercle vicieux. Mais on se moque de qui? Nous n'attendons ici que l'organisation des élections. D'abord, qu'on nous publie le calendrier le plus tôt possible pour qu'on puisse se préparer. De deux, tant que les assemblées provinciales n'auront pas été remplacées, parce que ce n'est pas les assemblées provinciales qui organisent les élections, c'est la CENI avec le gouvernement. Ce sont ces assemblées provinciales qui doivent voter les gouverneurs en attendant. Et ces gouverneurs-là doivent diriger jusqu'à l'élection des nouveaux gouverneurs. C'est comme ça, il ne faut pas venir nous parler des histoires, oh non, commissaires spéciaux. Et en plus, vous avez même l'idée de mettre des politiciens comme commissaires spéciaux. Mais à l'extrême limite, peut-être des directeurs de province, des anciens, ou je ne sais pas, mais des fonctionnaires. Mais vous n'allez pas prendre un concurrent politique au niveau du Katanga, un concurrent politique qui n'a pas eu la voix du peuple pour le mettre d'office. Mais ça, c'est un hold-up. Donc, soyons logiques dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, il est important que ces choses soient organisées, mais de bonne foi, comme je l'ai dit depuis le début. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement de gérer la République. Ce qui nous intéresse, c'est que ça marche. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du G7, nous avions dit, je crois, le bureau politique a dit que nous sommes pour le dialogue. Parce que nous pensons qu'il est temps que les fils de ce pays, on se mette autour d'une table. On ne cherche pas l'intérêt personnel de tel ou tel. On veut qu'on respecte les termes de référence. Quand on parle de la Constitution, qui est la loi fondamentale, la loi sur laquelle reposent toutes les autres lois, et que tous, en tant que fils de ce pays,
on puisse trouver un chemin, parce que ce qui nous intéresse, c'est que pour ma tante qui est dans mon village, il faut que ça marche pour elle. Qu'elle se réveille, son fils a mangé. Son fils a été à l'école. Le soir, quand il pleut, il y a un toit sur sa tête. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, c'est une discussion politicienne. Et on se retrouve, on se fait des cales, on croit qu'en insultant les autres, on croit qu'en bloquant les autres, on va faire marcher les choses. Non, ça ne nous intéresse pas. Ça, ce sont des débats de bas niveau. Ce qui nous intéresse, nous, discutons des idées et que les choses marchent. Et que chaque citoyen congolais s'en sorte. C'est le plus important. Monsieur Célestin Muganza a posé la question pour savoir que le président de la République a encore une année de mandat. Fallait-il pas attendre la fin du mandat? Oui, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Parce que attendre la fin du mandat, ça veut dire que on ne va pas constater à la fin qu'on n'y est pas arrivé. Mais on doit constater aujourd'hui qu'il faut corriger les choses. C'est aujourd'hui qu'il faut corriger. Si nous voulons organiser les élections dans une année, c'est aujourd'hui que nous devons corriger les choses. Nous n'allons pas attendre l'année prochaine, au mois de décembre, nous commençons à constater que non, on n'a pas organisé les élections. Non. C'est maintenant qu'on signale que, chef, attention, changer de direction. Parce que la direction, là où nous allons, ça ne nous permettra pas, au moment où votre mandat va se terminer, qu'on ait un nouveau chef de l'État. Alors, maintenant, il faut corriger pour que, quand on arrive l'année prochaine, que les choses se passent bien, que tous les Congolais soient contents, que la remise et reprise avec votre successeur constitutionnel se passe en bonne et due forme. C'est maintenant que le G7 a sonné l'alarme, l'alerte, attention, il y a des boutons rouges qui s'allument, nous devons changer de cap. Donc, on ne devait pas attendre la fin du mandat du chef de l'État pour lui rappeler qu'il est de notre responsabilité, il est de la responsabilité du gouvernement et de la CENI d'organiser les élections à temps pour que les choses se passent proprement. Il fallait qu'on le fasse suffisamment à temps parce que n'oubliez pas aussi, et je le rappelle, que la lettre du G7, c'est la troisième. C'est la troisième lettre. Il y a une lettre, je crois, en janvier ou février. Il y a une lettre en mars. Et en septembre, ça c'est la troisième lettre. Où on tire la sonnette d'alarme pour dire que là où nous allons, ce n'est pas comme ça. Donc on ne devait pas attendre la fin. C'était maintenant, suffisamment à temps qu'on devait prévenir du danger. Monsieur Jeff Mwingambe pose la question, quand nous étions aux commandes, pourquoi nous n'avons rien fait? Et le gouverneur avait parlé de pénalty comme s'il y avait une précipitation au niveau du côté du G7. Et le dernier point, c'est le cas précis pour le harcèlement des cadres. Je veux juste répondre ceci à M. Jeff. Que nous aussi, si ce n'était que pour ça, si ce n'était que pour rester dans des avantages, mais on aurait pu ne rien dire. Qu'est-ce qui nous poussait à dire quelque chose? Rien. Justement, c'est pour ça qu'il y a la panique de l'autre côté. Parce que si nous voulions glisser ensemble, on pouvait se taire, on glisse, non? Ah oui, on garde nos postes, on garde nos avantages, on garde tout. Donc, on serait là, bon, même jusqu'en 2040. On glisse. Mais ce n'était pas ça, ce n'est pas ça notre objectif. Nous voulons que ce peuple, parce que, comme j'ai expliqué l'essence de la démocratie, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Nous devons faire renouveler notre mandat, pas la population. Ça, c'est un. Le contrat social que nous avons signé avec la population, qui est de 2 mandats pour le chef de l'État, qui est
de renouvellement après 5 ans pour l'Assemblée nationale, qui est des renouvellements après 5 ans pour l'Assemblée provinciale, qui est 5 ans renouvelables pour les gouverneurs et autres. Nous voulons que ce soit respecté, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Parce que nous étions membres, partie prenante. Eh bien, si nous ne voulions que nos propres intérêts, qu'est-ce que nous avions perdu? Qu'est-ce que nous aurions perdu? Mais nous avons considéré, à notre niveau, que, en tout cas, nous ne voulons pas être responsables d'un dérapage ou d'avoir le sang de nos concitoyens sur nos mains. Donc, ne voulant pas cela, nous avons décidé que pour nous, s'il faut partir, nous sommes partis. Nous avons démissionné. Parce qu'on nous a dit, non, ou vous voulez, vous restez, vous dénoncez, ou vous démissionnez. Nous avions démissionné. Parce que, eh bien, le mandat que le peuple nous a donné était de défendre, justement, les lois fondamentales, de défendre notre constitution et de défendre notre propre population pour l'évolution de la démocratie. Vous avez parlé de harcèlement des cadres. Harcèlement des cadres, mais c'est tous les jours. Aujourd'hui, j'ai Madame Kafouena, qui est responsable au niveau du marché, qui m'a appelé encore. Parce que le responsable local de l'ANER l'appelle pour lui demander de quitter son poste. Pourquoi? Parce qu'elle a été militante au niveau du parti. Est-ce que dans un pays où nous avons une confraternité, mais je ne sais pas, comment les gens jugent, évaluent et pensent de la démocratie? Je m'excuse beaucoup, moi ce n'est pas parce que quelqu'un ne partage pas mes idées qu'il n'a pas le droit même d'être fonctionnaire de l'État. Mais où allons-nous? Et ce qui tue un pays, généralement, c'est quoi? C'est parce que chez nous, hein, on appelle ça kikonko. Hein? C'est-à-dire que tu as fait ça à ma soeur, moi aussi je garde. Le jour que ce sera mon tour, toi aussi tu vas partir. Et si un pays, avec des hauts responsables, vit comme ça, ça ne va pas. Nous allons nous entretuer. Nous devons être responsables. Laissez les gens, nous sommes des politiques, vous devez vous en prendre à nous. Hein? Laissez les petits gens vaquer tranquillement à leurs occupations. Parce que c'est ça qui nourrit leur petite famille. Laissez-les, ils ont le droit de penser, ils ont le droit d'aimer qu'ils veulent. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit traquer. Mais Mobutu nous a combattu, pourquoi? Ce n'est pas ça. Les autres n'ont pas droit à la vie. Tout simplement parce qu'ils pensent autrement. Je crois que si nous continuons comme ça, et c'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller les services de sécurité, qu'on arrête un peu l'excès de zèle. L'excès de zèle. Les gens font des excès. Hein? Eux, ce sont des fonctionnaires aussi. Ce qu'ils font aux autres, demain, peut leur arriver aussi. Ce sont des fonctionnaires. Alors, qui ne croient pas que, parce que j'ai un revolver, j'ai ma carte, que moi je suis à l'abri. Mais on peut le foutre aussi dehors. Alors, on demande ce que nous demandons. Mettons-nous au niveau du débat des idées. Nous sommes tous les enfants de cette mère patrie, qu'on se tende la main, qu'on se retrouve lorsqu'il y a des problèmes sérieux qui concernent notre nation, qu'on en discute froidement, sans pour autant vouloir nous entretuer, sans pour autant vouloir nous causer du tort. Parce que si nous sommes sincères, ce qui nous intéresse, c'est que notre pays marche. Le reste, c'est entre enfants d'une même famille. On peut partager des opinions contraires et on ne va pas s'entretuer pour autant. Et c'est le message que je voudrais lancer aujourd'hui à tous mes frères qui sont restés au sein de la majorité.
à tous mes frères qui sont dans l'opposition et au G7, nous devons élever le niveau du débat. Qu'on se retrouve, qu'on discute des idées. Que le meilleur gagne, parce que c'est la population qui nous juge. Et que la tension politique, qu'on puisse trouver des apaisements, que ce soit apaisé. Ce qui fait mal et ce qui est mauvais, c'est quand on passe à des attaques personnelles, on s'attaque familialement, on ne veut pas avoir mon frère Marcel circuler en route, on est même prêt à prendre un camion. Ma deuxième préoccupation est que vous avez cheminé pendant 8 ans avec le pouvoir en place. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre raison cachée qui fait que vous puissiez... Et lors du point de presse de M. Lambert Mende, permettez devant peut-être une commission d'audit qui viendra pour... la dernière préoccupation, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Pensez-vous qu'avec des intoxications, il y a également des attaques par-ci par-là entendues par le pouvoir en place, aussi longtemps que... Et comment réagissez-vous aux propos d'un homme politique qui a dit que nous allons rester dans le plus longtemps possible? C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir vont... Merci. Moi, c'est la première dame. Marcus Katombe de Nyota Congo. Souvent, ici, chez nous, dans notre pays, mais c'est dans la majorité. Le respect du calendrier électoral avec la population. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un fait la dictature, c'est-à-dire qu'il s'est imposé c'est ça. Et lorsque nous, on essaie de protéger les opérateurs économiques qui doivent fonctionner dans l'apaisement du cadre, parce que ce n'est jamais le gouverneur qui a demandé à ces gens de partir, mais c'est leur hiérarchie par rapport à... Nous attendons. Donc, et comme je l'ai dit, madame, aujourd'hui, toute action qui serait... C'est le moment que vous deviez informer votre famille que votre femme est une mauvaise. Pas quand elle vous quitte. En place. Je pense qu'aujourd'hui, le G7 veut que les choses changent. Le G7 a dit... Vous aviez été très républicain et entendu. Vous aviez suivi religieusement la communication de l'honorable Christian Mondo. Et nous avons la ferme conviction que vous allez relayer pour que la toute, parce que le G7 a donné un message clair et net. Et je crois que vous exercez peut-être un résumé pour accéder à votre demande de tout ce qui a été dit en Swahili. Je crois que j'ai reçu plusieurs demandes ici. Nayo yanakuwa ni mkubwa mnene wa INADEF Katanga. INADEF inakuwa ni membre wa G7. Na leo tulipenda tuzungumuzie maneno inainterese nchi yetu. Na message ile wanaleta hapa kwa honorable ni message iko mfupi wa kuisikia. Ni message inambatana na mwenendo ya G7. G7 ananiambia historia yake kidogo ya kusema tuishi pamoja mlo majorite presidentielle. Na wakati tulianza kuona maneno fulani ile tulisungumuzaka, ile tulisikilizanaka na population yetu, ilianza kwenda umbalimbali na makontra yetu social. Ni kule G7 alilamusha kidole yake mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ya kusema huku tunaanza kwenda ni kulufu.
na wengine walishikia ile maneno kufuatana na masikio yao ile walikuwa nayo ya kusema G7 anakimbia analitosha mwi famille. Et pourtant G7 aliexercer le banaita mkifransa démocratie, liberté d'expression yake mwile famille ya majorité présidentielle. Leo G7 ananiambia asema ashikutoka ile famille ya majorité, ni majorité ilimutoka parce que G7 alibakia pale pale. Ni majorité ilimutoka na G7 iko naendelea mwenendo yake ya kudefendre ma valeur républicaine. Donc leo G7 anichikia ya kusema peuple inapasha yeshimiwe, na kuheshimia peuple ni kumpatia mamlaka yake ya kujichakulia peke yake, wale wanapasha kuendelesha maisha yake. Demokrasia mkifupi ni kusema ni ile pouvoir ilitupatia peuple. Chaque fois wakati kienea tunamrudishia le peuple na peuple anapasha kudecide. Ni message hii inadef kupitia G7 alipenda kuniambia leo ya kusema mushishikie maneno ingine andeori ya hii sheye. Hatuna na masashi, hatuna na kitu, tunabakia pa na constitution, je nakuya katiba yetu ile tulipatana na peuple, ile peuple alitupatia na andeori ya constitution. G7 ana na matière extraordinaire. G7 ni katiba na katiba yeshimiwe na bukomvi kwa G7 utapata faida. Voilà mkifupi maneno yunashikia hapa.